Alors, l'art de gouverner et la souveraineté, en apparence, c'est pas la même chose, mais ça participe d'un même projet, le projet finalement d'une constitution, d'une pensée de la politique sur le mode étatique, la manière dont nous pensons aujourd'hui, disons, la politique. L'idée que j'essaie d'avancer, c'est de tenter de dissocier en quelque sorte le gouvernement de la souveraineté, enfin tenter, je tente. Les auteurs sur lesquels j'ai travaillé ont dissocié le gouvernement de la souveraineté. Et si le sujet pose problème, c'est dans la mesure où finalement il n'y a pas une seule manière de gouverner, il y en a plusieurs. Les manières de gouverner sont distinctes, elles ne se rapportent pas exclusivement ou uniquement à l'État, tel qu'on le connaît, disons, depuis la fin du Moyen-Âge. Elles prennent, disons, des formes pour donner une idée, finalement, de la diversité des arts de gouverner, aussi bien à l'époque moderne qu'aujourd'hui. On peut dire, finalement, que la religion a pu être, à un certain moment, une manière de gouverner les foules à travers les rituels. On peut aussi considérer que l'économie, qui pour nous est l'art de gouverner par excellence aujourd'hui, constitue une manière très différente de la religion. Mais dans la pensée, disons, moderne, la principale forme de gouverner à laquelle nous pensons lorsque nous réfléchissons à l'État, c'est la manière de gouverner à partir de la loi. On gouverne par des lois et le souverain, celui qui détient l'autorité souveraine, l'autorité suprême à l'intérieur d'une entité territoriale sur une population définie, exerce ou gouverne cette population sur ce territoire en faisant des lois. Donc on a là au moins trois premières manières de gouverner, mais on pourrait en rajouter une quatrième qui donne, d'un certain point de vue, une actualisation à notre propos. On peut considérer qu'aujourd'hui, nos téléphones portables, les technologies de l'information et de la communication sont de redoutables manières de nous gouverner. Donc, cette distinction, effectivement, entre l'exercice de la souveraineté d'une part et d'autre part les arts de gouverner ou les manières de gouverner, elle tient au fait que ces manières sont multiples, elles ont été multiples, et que l'on en est venu à considérer que l'État moderne privilégiait nécessairement l'une de ces formes, c'est-à-dire la manière, disons, législative de gouverner, qui implique également, bien évidemment, que l'État ait les moyens d'appliquer les lois qui ont été, disons, choisies par le souverain. Dire que le programme intellectuel de la modernité, c'est domestiquer les arts de gouverner, ça suppose effectivement de poser d'emblée une dimension antagoniste, forte et conflictuelle forte entre l'État et les arts de gouverner. Donc ça, c'est une première idée. Mais le terme de domestication renvoie aussi à l'idée selon laquelle il pourrait y avoir une part sauvage des arts de gouverner. Alors cette part sauvage, on a des exemples très contemporains qui nous la montrent. Pensez simplement à Milei en Argentine et sa tronçonneuse. Et cette tronçonneuse vise l'État lui-même. Donc la domestication des arts de gouverner, de ces différentes manières de gouverner des populations, ne va pas de soi. Elle suppose un programme intellectuel. Elle suppose effectivement des alliances, j'allais dire, entre des juristes d'un côté. Les juristes ont joué un rôle très important, on le sait, dans la constitution de l'État moderne, mais aussi les philosophes de l'époque moderne. Ces philosophes de l'époque moderne ont
constitué et défini, contribué à définir ce programme. Alors, pour répondre précisément à la question qui était celle des étapes, donc j'ai rappelé, disons, le programme, domestication des arts de gouverner. Cette domestication ne s'est pas faite en un jour. Je voudrais retenir simplement pour faciliter la compréhension de cette, disons, proposition de lecture du programme de la modernité, 3 moments. Un premier moment qu'on pourrait baptiser le moment Machiavel-Guicciardin ou Guicciardini, puisqu'il s'agit de 2 Italiens, Machiavelli et Guicciardini, donc 2 Italiens de la Florence, de la fin du XVe, début du XVIe siècle. Ici, on est avant la mise en place du programme, mais ces 2 auteurs, l'un et l'autre, préfigurent et rendent possible en quelque sorte ce projet d'une domestication des arts de gouverner, dans la mesure où ils vont mettre en avant une nouvelle norme, une norme qui n'était pas, disons, enfin, c'est toujours difficile de dire que ça n'était pas présent avant parce qu'on trouve tout dans l'Antiquité et dans la période médiévale, mais disons que cette norme nouvelle, c'est la norme de l'efficacité. Le souci de l'efficacité apparaît comme un critère distinct, disons, du critère de la justice, qui était la norme par excellence dans la pensée politique médiévale et antique. Et ce souci de l'efficacité est affirmé par ces 2 auteurs de manière distincte. Pour l'un, on va commencer par Machiavel, le souci de l'efficacité, et c'est pour ça que Machiavel joue ce rôle aussi important, ça n'est pas véritablement un philosophe, on sait que c'est un diplomate, c'est un homme de l'art, il a une pratique de la politique, et ce qu'il observe dans la politique de son temps, et ce qui l'intéresse et ce qu'il veut, c'est nous proposer un nouveau regard sur cette politique, un regard caractérisé par le souci, je le traduis mal sans doute, de la vérité effective de la chose, la verità effettuale della cosa. Et ça, cette manière de regarder la politique, sans s'embarrasser des normes éthiques, juridiques, héritées des âges antérieurs, c'est entièrement nouveau. Et cette norme de l'efficacité, c'est elle que l'on va retrouver dans les autres étapes de notre, disons, de ce parcours, de ce programme de la modernité, en tension, parfois en accord, parce qu'il n'y a pas nécessairement d'incompatibilité entre un État administratif moderne et l'efficacité, au contraire, c'est ce que l'on souhaite, mais il y a aussi des tensions sur lesquelles, disons, ce parcours nous permet d'insister. Donc, d'un côté, ce nouveau regard, l'efficacité est au centre, et Guicciardin est intéressant parce qu'il est beaucoup plus classique d'un certain point de vue, il s'intéresse à, disons, l'organisation de l'État et se demande comment, en quoi, une république, la République de Florence, va pouvoir échapper à un retour d'un gouvernement autoritaire, celui de la famille Médicis, et pour ça, il cherche à proposer une modification des institutions avec le souci à la fois d'élargir la base démocratique et de maintenir une efficacité dans le gouvernement, disons, de Florence. Alors, ce premier moment est très important, mais ce premier moment, effectivement, ne fait pas apparaître ni les arts de gouverner à proprement parler, changement du regard chez Machiavel, souci de l'efficacité dans la réflexion constitutionnelle chez Guicciardin. Les arts de gouverner est en tension avec le projet des théories de la souveraineté, ou je devrais dire de la théorie de la souveraineté, apparaît dans un second moment, à la fin du XVIe siècle. Ce deuxième moment, on pourrait le baptiser ou le nommer le moment Bodin-Botero, Giovanni Botero. Et ce qui est frappant ici, c'est que la grande idée politique de cette fin de XVIe siècle, après les guerres civiles de religion française, c'est cette idée selon laquelle, pour éviter à l'intérieur la division et l'affaiblissement sur le plan extérieur, il nous faut
repenser l'organisation juridique, politique de l'État à partir du droit. Donc Bodin est un juriste, il écrit les 6 livres de la République, il les publie la première fois, première édition en 1576, 4 ans après la Saint-Barthélemy, et l'idée c'est de nous dire maintenant, si vous voulez penser la politique, il vous faut penser le droit comme ciment de l'organisation sociale. Donc c'est une idée entièrement neuve, c'est probablement la plus grande idée politique de la modernité. Bodin, effectivement, a transformé de manière radicale, si radicale la politique qu'on ne lui rend pas suffisamment hommage et qu'on oublie sa nouveauté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous pensons. Les États, les structures des États sont issues de cette idée, disons, du juriste angevin. Mais simultanément, et en réaction à ce programme, disons, bodinien d'une théorie de la souveraineté, se développe dans ce laboratoire de la pensée politique qui est l'Italie, qui a toujours été l'Italie et que l'Italie est encore aujourd'hui, se développe une réflexion qui, d'un certain point de vue, je dirais, contourne le droit. Il nous dit, mais bon, le droit, c'est bien, c'est vrai que ça permet de définir les règles du jeu, ça permet, grâce aux juges et aux tribunaux, de trancher nos différends, mais ça ne suffit pas. On ne gouverne pas, et ça c'est la thèse de Giovanni Botero, ex-jésuite, qui a été au service de différents princes italiens, mais aussi de princes de l'Église comme Charles Borromée. La politique, véritablement, c'est l'art de gouverner. Alors, c'est l'art de 3 choses, gouverner les hommes et les femmes, administrer un territoire et faire en sorte d'accroître la richesse. Donc il y a une nouvelle définition en réaction à la définition bodinienne, celle qui l'a emportée d'un certain point de vue. Botero nous dit, voilà, c'est autre chose, gouverner c'est autre chose. Et gouverner n'est pas, lorsque Botero, j'y insiste, n'est pas compris, le terme de gouvernement n'est pas compris ici comme un sous-chapitre dans une constitution. Il ne s'agit pas simplement d'un organe de l'État, il s'agit véritablement d'un art de gouverner. Et c'est cet art de gouverner que Botero va nous proposer dans un ouvrage qui paraît en 1589, première édition, et qui s'appelle « De la raison d'État », « De la ragion di Stato ». Et donc le terme de raison d'État est effectivement associé à cette idée-là. C'est le second moment, le moment de la tension, où les deux dimensions sont elles-mêmes en tension. Rien ne dit que en cette fin de XVIe siècle, ce seront les théories de la souveraineté qui l'emporteront sur les arts de gouverner. Ce moment est extrêmement important parce que rien n'est joué d'un certain point de vue. Et troisième et dernier moment, pour ne pas être trop long, mais ce dernier moment, c'est le moment où le programme s'accomplit, j'allais dire, au plan intellectuel. Il resterait à parler de la pratique elle-même, mais nous n'aurons pas le temps et je laisserai ce point à mes collègues historiens. Mais du point de vue de la théorie, le troisième moment est très important, plus connu, c'est ce que j'appellerais le moment, disons, Richelieu, Hobbes, Rousseau, 17e, 18e, et qui est caractérisé par une tentative, par la volonté justement de justifier. Bodin, en tant que juriste, a défini, dessiné de manière très ferme les principes de cette souveraineté. Il s'agit ensuite d'en donner une justification. Or, aussi bien, je laisse de côté Richelieu, qui lui-même est dans la pratique, bien sûr il écrit son testament politique, mais il est dans la pratique d'une raison d'État à la française très différente de la raison d'État italienne, et je m'intéresserai, par quelques remarques assez rapides, à Hobbes et Rousseau. Ce qu'ils mettent en avant, effectivement, c'est un projet qu'on ne comprend plus parce qu'on en a trop entendu parler en classe terminale, le projet contractualiste. Mais le contractualisme moderne, ce premier contractualisme, après il y aura d'autres versions, la version de John Rawls, la version de Tim Scanlon, mais ce premier contractualisme est extrêmement
important dans la mesure où il vise à jeter la nasse sur les arts de gouverner et nous empêcher d'en penser la prolifération, la puissance et la diversité extrême. Ces deux auteurs, de manière différente, l'un à travers une théorie de la représentation dans le Léviathan, l'autre dans une théorie de la volonté générale, essaient justement d'assigner sa place aux arts de gouverner en les réintroduisant à l'intérieur d'une théorie du gouvernement. Alors bon, ces choses-là, effectivement, sont en apparence bien connues, bien qu'il y ait encore des travaux tout à fait passionnants sur ces questions-là. Je citerai simplement Rousseau pour être bref. Et lorsque Rousseau parle du gouvernement, c'est très frappant de voir à quel point il reprend un certain nombre de concepts empruntés aux théoriciens de la raison d'État, le concept de bon rapport entre la population, la souveraineté et la volonté générale. Donc il essaie de définir de cette manière-là la place du gouvernement, et son souci voué à échouer d'un certain point de vue, c'est de faire en sorte que le gouvernement se tienne à sa place. Or, les arts de gouverner n'ont cessé de déborder les places qu'on voulait leur assigner. L'image, moi je partirai d'une image parce que ces images, l'image de se gouverner contre l'État, elle nous est donnée par Millet et sa tronçonneuse. C'est de manière, j'allais dire, iconique, la représentation. Or, que signifie cette image, disons, d'un gouvernement contre l'État? Cette image du gouvernement contre l'État veut dire qu'à un certain moment, le dispositif de la modernité, cette domestication, échoue. Alors, il échoue pourquoi et comment? Il échoue parce que l'État est devenu un État administratif, et qui dit État administratif dit aussi État bureaucratique. Donc, des réactions, effectivement, se font sentir, notamment en provenance de la sphère économique, face à ce qui est perçu comme des rigidités, une régulation excessive ou extrême. Ce qui peut expliquer, c'est l'une des dimensions, effectivement, l'une des facettes de cette réaction de Millet, par exemple, contre l'État argentin. Donc il y a une dimension assez classique, j'allais dire, et qui exprime et qui trouve ses racines dans les années 70 du XXe siècle, le moment néolibéral. Bon, mais il existe aussi, et c'est peut-être cet aspect-là caché par le premier. Donc le premier, c'est au nom d'une certaine forme d'efficacité de l'entreprise que l'on va protester contre la bureaucratie étatique. Mais bon, on sait très bien par ailleurs, grâce à des travaux d'anthropologues, notamment ceux de David Graeber, que la bureaucratie n'est pas le propre des États et que les entreprises privées elles-mêmes génèrent leur propre bureaucratie. Donc ça, c'est une première dimension. Mais ce qui est plus intéressant et plus inquiétant aussi, c'est le fait que derrière cette, disons, révolte en quelque sorte des arts de gouverner contre l'État, se trouve également l'idée selon laquelle la politique doit trouver son fondement dans des mouvements, dans une dynamique opposée au statisme de l'État. L'État, lo Stato, c'est ce qui est stable, opposé au statisme de l'État. Il faut rechercher la politique véritable dans le mouvement. C'est ce que, disons, le nazisme a fait. C'était véritablement l'idée du mouvement contre l'État, et lorsque le régime nazi était en place, on le sait bien par les travaux des historiens, depuis d'ailleurs les années 30, je pense notamment au livre de Neumann sur Behemoth, qui comparait effectivement l'organisation nazie au Behemoth. L'idée, c'est de contrôler l'État au nom du mouvement. Alors, le parallèle pourrait, disons, peut-être paraître, disons, excessif, mais il me semble que dans le trumpisme tel qu'on l'observe, il y a les deux niveaux. Il y a d'un côté la protestation, disons, néolibérale de l'entrepreneur contre la rigidité de l'État. Bon, voilà, c'est cette dimension-là. Mais il y a également le fait de faire
entendre et de transformer l'État au nom d'un mouvement ultra-conservateur, le mouvement MAGA. C'est pour ça que le moment actuel est passionnant d'un point de vue politique. On observe une révolte des arts de gouverner contre, disons, les structures étatiques et souveraines, avec des choses quand même, des choses assez compliquées, mais l'un des points, pour dire les choses de manière simple, le signe qu'il s'agit bien de ça, du combat Bottero contre Bodin, qui se rejoue alors dans des moments, un moment très différent, on peut le trouver, le voir dans les attaques directes, disons, de l'administration Trump contre la justice américaine. Une chose sans précédent et qui est, disons, le meilleur indice. Et la question, c'est l'organisation juridico-politique résistera-t-elle face à cette, disons, sauvagerie de ces manières nouvelles de gouverner ?